Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin a pris des mesures pour réguler l'occupation de l'esplanade de l'Amazone et mettre fin à l'occupation anarchique de cet espace public prisé. Désormais, toute personne ou organisation souhaitant organiser des événements culturels, artistiques, sportifs ou similaires sur l'esplanade de l'Amazone doit obtenir une autorisation préalable. Pour ce faire, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a mis en place un système de demande d'autorisation en ligne. Selon le communiqué du secrétaire général du ministère, en date de ce lundi 6 novembre 2023, les demandeurs doivent remplir un formulaire disponible sur le site web officiel du ministère. En plus du formulaire, plusieurs pièces justificatives sont requises, telles que des attestations de disposition de sécurité, de secours, une copie de la pièce d'identité du demandeur, ainsi qu'une assurance couvrant l'événement. Pour les événements culturels, des pièces complémentaires, telles qu'une photocopie de la carte du promoteur culturel, une autorisation de la Direction nationale de la culture sont également nécessaires. Cette initiative vise à garantir une occupation responsable et harmonieuse de l'esplanade de l'Amazone. La plupart des pays africains aujourd'hui sont engagés dans une dynamique de reconnaissance, de respect et de promotion des droits catégoriels des femmes sans aucune discrimination religieuse. Au Bénin, par exemple, les actions de discrimination positive initiées par le pays visent l'émergence d'un leadership féminin plus éclairé, efficace et utile au développement du pays. L'OCI devra donc, dès sa conception, partager avec nos différents États le document de Jeddah sur les femmes et leurs droits en islam, en vue de les motiver davantage, de les inciter à mieux promouvoir et protéger les droits essentiels des femmes en général et des femmes noires musulmanes en particulier. Les États africains subsahariens dans lesquels la religion musulmane est minoritaire doivent être surtout priorisés et faire l'objet de plus d'attention, de soins de la part du monde musulman. C'est en effet dans ces États que les fidèles musulmans minoritaires et surtout les femmes, à l'insu des gouvernants, vivent le martyre et l'exclusion de la marginalisation, de la discrimination et de la violation de leurs droits. L'OCI a aussi le devoir de la diffusion au-delà du monde musulman du document de Jeddah sur les droits de la femme dans l'islam. Il faut qu'elle donne à voir au monde entier, au monde actuel, où l'islamophobie s'intensifie, où nos sœurs musulmanes sont violentées dans l'exercice, la pratique de leur foi, que l'islam, bien avant les grandes civilisations, depuis plus d'un millénaire, a établi que, je cite, les femmes sont les égales des hommes. Procéder à la validation de la dernière version du rapport relatif aux réformes dans le secteur des médias. C'est l'objectif de cette rencontre de Cotonou entre les conseillers de la RAC et ses acteurs des médias. Une session qui fait suite à celle des 3, 4 et 5 octobre dernier à Boycon. L'arbre fruitier du grand jardinier continue de recevoir des jets de pierre. Cela nous réconforte car nous portons de bons fruits. Et cela exige de nous, arbres, de vous, ouvriers, qui entretenez l'arbre, et du grand jardinier, que nous continuons de fournir d'efforts, beaucoup d'efforts, car la maison média béninois a besoin de ce bon fruit. Et qu'il en soit ainsi. Professionnalisation de la formation des journalistes, transformation des entreprises de presse en de véritables entreprises économiquement viables. Ce sont entre autres grands axes sur lesquels l'institution en charge des médias a travaillé de commun accord avec les différentes parties prenantes. La HAC a utilisé une méthode transparente et fiable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on a amendé et après ils ont sorti un test qui est conforme à ce que eux ils veulent à la HAC. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes en train de relire pour voir si ce que nous avions
demander, intégrer à Boycon si ça a été fait dans les standards et les normes requis. Nous sommes en train de passer, disons, d'une, je vais dire un peu de façon caricaturale, d'une presse de subsistance à une presse de rentabilité. En fait, c'est l'idée qui est à la base de cette réforme. Les repères qui sont ébranlés, je pense que nous allons essayer peut-être de les rétablir. Ce n'est pas le souhait du chef de l'État. La mission qu'il a donnée à la HAC est aussi claire que ça. Et donc, normalement, il va falloir revisiter. Est-ce que les propositions sont en harmonie avec la mission, le cahier de charge que le chef d'État a donné à la HAC? À mon humble avis, ces propositions s'y rapprochent. Mais le débat ne peut pas être fini. Aussi longtemps que ce débat sera au Parlement, quand ça sera ouvert, peut-être que de nouvelles idées vont jaillir. L'essentiel est qu'à la fin, le secteur média soit vraiment impacté et positivement, pour que le professionnel des médias du Bénin soit quelqu'un qui ait aussi voix au chapitre et qui puisse dignement regarder les autres corps avec beaucoup de responsabilités et surtout des productions qui valorisent notre pays et le modèle que nous portons. La dernière version du rapport relatif aux réformes dans le secteur des médias étant bouclée, il ne reste qu'à transmettre le document au chef de l'État Patrice Talon. À noter que les anciens conseillers de la RAC, les professionnels des médias, des professeurs d'université, des promoteurs d'organes de presse et les membres de la société civile ont tous été conviés à faire des propositions. Il est aujourd'hui possible de pouvoir se faire délivrer en ligne un visa de contrat d'apprentissage. Nous avons la possibilité de pouvoir aujourd'hui délivrer en ligne une attestation de non-litige qui permet à tout employeur de prouver qu'il est à jour de ses cotisations sociales et qu'il a effectivement déclaré le visa de règlement intérieur. Nous pouvons aussi délivrer en ligne des autorisations de licenciement pour motifs économiques aux entreprises. Et enfin, nous pouvons, pour les attestations de services faits et de bonne fin d'exécution. Nous avons dématérialisé la procédure d'organisation des concours, ce qui nous a permis vraiment de mettre fin aux concours frauduleux. Après cela, nous avons réalisé également la mise en place d'une interface fichier unique de référence des agents de l'État avec son poids. Donc le fichier de la paie au niveau du ministère des Finances en vue de l'automatisation du paiement des salaires. Nous avons également pu réaliser la mise en ligne systématique des actes de carrière. Et à ce titre, depuis 2017, nous avons mis en ligne plus de 120 000 actes. On peut citer la dématérialisation des actes de gestion de la carrière des agents de l'État à travers le développement de nouveaux modules dans le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État que nous intitulons SIGRH. Nous avons également réalisé la dématérialisation des procédures de sanctions disciplinaires dans le SIGRH de manière à pouvoir vraiment numériser les sanctions et avoir, disons, la mémoire de ces sanctions dans la plateforme de gestion des ressources humaines de l'État. Au niveau des services du travail, le permis de travail et le contrat des travailleurs expatriés ont été digitalisés depuis juillet 2021. Le contrat des nationaux également a été digitalisé. D'autres prestations sont en cours de développement. Nous avons l'une de nos prestations qui a été digitalisée. Il s'agit de la délivrance de l'agrément du ministère du Travail et de la fonction publique aux médecins du travail. Une application mobile dénommée CNSS Miton, destinée à assurer l'information complète des assurés sur nos services, nos prestations, a été mise en place. Aujourd'hui, les travailleurs et les employeurs peuvent solliciter via le portail national des services publics des attestations de sécurité sociale. Un autre point considérable, un autre point à ne pas négliger, je dirais, c'est
la coordination des régimes CNSS et FNRB, qui est devenue une réalité. L'insécurité dans René Nord est grandissante. Et que ce que vous voyez tout à l'heure, je vais vous amener vers le parc. C'est un parc à auto que la mairie de Cotonou a construit. Et c'est devenu un nid des délinquants. Vente d'opium de toutes sortes, des médicaments de toutes sortes qui incitent les personnes. Et que les petits, même dans le quartier, vous allez voir, il y a trop de on ne peut même pas expliquer ce qui se passe par rapport à l'insécurité. Ils sont là parce que ceci s'est transformé en un ghetto. Donc les gens sont déjà excités par l'opium, donc tout ce qui passe là, ils attaquent. Il suffit d'attaquer, c'est pour les coins de refuge, c'est là où bien ils plongent dans l'eau. Quand vous les pourchassez, ils plongent dans l'eau. Ils plongent dans l'eau et puis c'est ça les jeux de hasard, tout est ici, tout est ici. Il faut qu'on envoie un contingent vraiment digne du nom. Digne du nom, et je pense que les militaires peuvent régler l'affaire là. Parce que je ne cadre pas les policiers aussi. Mais la puissance de la police n'est pas aussi forte que l'armée militaire. Chaque séance locale, les sessions locales, notre doléance envers l'arrondissement, envers la mairie, chaque fois nous adressons un courrier par rapport à l'insécurité. En temps, il y avait la descente. Je pense qu'en ce moment, c'était le commissariat central qui avait dirigé cette opération. Mais c'est un peu ça. Très bien. Nous voulons que le ministère de la Défense, accompagné du ministère de la Sécurité, avec les parachutistes et les paracommandos, un contingent énorme, fasse la descente avec un plan tactique. Parce que quand ils voient les véhicules arriver, ils ont des thèmes. Et rapidement, ils se disparent, ils quittent les lieux. Ils doivent avoir un plan, un schéma spécial. Et que si on nous invite par rapport à ça, nous allons aussi donner comment ça se passe. Et qu'il y aura réussite par rapport à cette action. Nous ne respectons pas, même, c'est pas encore ça. Les jeux de hasard, il n'y a pas ça dit. Si tu ne sais pas faire, on va casser les bouteilles. Ou bien on va te poignarder dans la nuit, c'est-à-dire l'insécurité est grandissante. Nous demandons plutôt à l'autorité suprême de nous aider par rapport à cette action pour que la paix revienne. Parce que quand les ghettos de Cotonou, de Akpakpa Dodomé, de Guinkom et de Flacodi, et Akpodiedo, tout ça là, les gens qui s'aiment pour venir ici opérer. Si bien que c'est plus un petit ghetto, c'est grandissant. Le ministre russe de la Défense et son homologue burkinabé Kassoum Koulibaly ont convenu mardi à Moscou de renforcer les liens entre leurs deux pays dans le domaine de la défense. Sergueï Shoïgou a noté la bonne santé de la coopération entre les deux nations. Les relations avec le Burkina sont basées uniquement sur les principes du respect mutuel et de la considération des intérêts de chacun. Et au cours des dernières années, elles ont acquis une dynamique positive. Je considère la rencontre d'aujourd'hui comme une nouvelle étape dans le développement de nos relations amicales. Le ministre burkinabé de la Défense Kassoum Koulibaly a lui fait part de son attachement à ce partenariat avec la Russie. Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité. Cette tuerie laisse encore sous le choc les habitants du petit village d'Egbekao. En plus des morts, 10 personnes grièvement blessées seraient à l'hôpital, selon un haut responsable de l'administration de la région. Les terroristes sont arrivés très tôt le matin et ont attaqué la population, les civils. Nous sommes vraiment stupéfaits de voir cela. Et le bilan que nous venons de dresser montre que nous avons enregistré une vingtaine de personnes tuées.
Début juillet, Amnesty International avait de nouveau signalé des atrocités dont sont victimes les civils, des homicides, y compris de femmes et d'enfants, des tortures et des viols perpétrés par les séparatistes armés comme par des membres des forces de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour calmer la situation. Et les recherches se poursuivent afin que les terroristes qui ont perpétré ces actes barbares soient arrêtés et poursuivis. Ces séparatistes anglophones qui se font appeler les Ambazoniens s'attaquent fréquemment à des civils qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Le conflit fait suite à une violente répression de la part du chef de l'État Paul Biya sur des manifestants pacifiques anglophones qui s'estimaient marginalisés par le pouvoir central dans cette ancienne colonie française. Les funérailles des 11 victimes des attaques de Boko Haram dans les rizières de l'État de Borno ont eu lieu à la mosquée centrale de Zabamari lundi après-midi. Les agriculteurs du village de Karkoud se trouvaient dimanche dans leur plantation pour protéger leurs récoltes lorsque des terroristes ont fait irruption, tuant certains et enlevant d'autres. Hier dimanche, après une pause, il m'a dit qu'il retournait travailler et plus tard dans la soirée, nous avons appris la triste nouvelle qu'il avait été poignardé à mort, raconte le frère de l'une des victimes. 11 personnes ont été retrouvées et l'une d'entre elles était de Doussouman, un village voisin. Nous avons parlé au téléphone, il m'a été confirmé que 2 ont également été emmenés à l'hôpital. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et 4 victimes ont survécu à leurs blessures et ont été transportées à l'hôpital. Ces dernières années, les attaques de Boko Haram contre les agriculteurs se sont intensifiées. À présent, nous n'avons besoin que de la paix et de la sécurité. Et nous demandons toujours au gouvernement de nous venir en aide. Nous, les agriculteurs, ne sommes pas en sécurité parce que ces personnes opèrent toujours dans les zones qui entourent nos fermes. En décembre 2020, Boko Haram a tué 76 agriculteurs de Zabarmari selon les autorités locales. Les combattants djihadistes ont perdu du terrain dans le nord-est du Nigeria mais continuent d'attaquer les communautés rurales. Les proches des 47 victimes de la tragédie du barrage de Solaï se sont finalement mis d'accord sur un dédommagement conclu avec le propriétaire du barrage après des années de bataille judiciaire. Dans le cadre de ce règlement à l'amiable, présidé par la Commission kenyane des droits de l'homme, les 2 parties ont convenu d'un montant de 1,2 million de shillings pour les familles d'adultes et de 800 000 shillings pour les victimes mineures. L'incident s'est produit en 2018 lorsque le barrage s'est effondré et que l'eau a envahi les champs d'une exploitation commerciale de café de 3000 acres, emportant les maisons situées en aval et tuant 47 personnes, dont 20 enfants. Des milliers de personnes ont été déplacées de leurs maisons situées dans les villages touchés par la tragédie. Dans cette affaire qui a traîné au tribunal pendant des années, les propriétaires du barrage ont été accusés de plusieurs délits, notamment de ne pas avoir préparé de rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant la construction du barrage. Selon les experts, les fondations du barrage, trop instables, auraient conduit à son effondrement. Le gouvernement kényan a annoncé un jour férié inattendu, le 13 novembre, dédié à la plantation d'arbres dans tout le pays, dans le cadre de son ambitieux plan visant à planter 15 milliards d'arbres d'ici à 2032. Le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki a fait cette annonce sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le gouvernement a déclaré un jour férié spécial lundi 13 novembre 2023, au cours duquel le public dans tout le pays devra planter des arbres en guise de contribution patriotique aux efforts nationaux visant à sauver notre pays des effets dévastateurs du changement climatique, a déclaré M. Kindiki. La couverture forestière du Kenya est actuellement d'environ 7%, mais le gouvernement a mis de côté plus de 80 millions de dollars pour l'exercice en cours, dans le but de porter la couverture forestière à 10%. Le président Ruto a fait du programme national de restauration des paysages et des écosystèmes une priorité depuis son accession à la présidence en septembre 2022.
La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, lors d'une adresse devant le Parlement mardi, a appelé un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël au Hamas depuis le 7 octobre et qui a fait des milliers de victimes. Cela ne peut être toléré. Cette brutalité ne doit pas être acceptée. Nous devons appeler à un cessez-le-feu maintenant en tant que membre de ce Parlement sud-africain. Naledi Pandor a critiqué également le système de gouvernance mondiale qui ne protège pas assez les plus vulnérables. Elle a alors invité la CPI à prendre ses responsabilités en sanctionnant Israël pour les crimes commis en Palestine. Le meurtre d'enfants, de femmes, de personnes âgées par Israël est un acte qui aurait dû amener la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt immédiat contre les autorités, y compris M. Netanyahou, qui est responsable des violations du droit pénal international. Plus tôt lundi, l'Afrique du Sud avait rappelé tous ses diplomates d'Israël pour consultation. Une décision saluée par le Hamas qui, dans la même perspective, a invité Pretoria à rompre toutes ses relations avec l'État hébreu. L'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui est condamnée à 10 ans de prison par contumace et le journaliste Mustapha Benjama à 6 mois ferme pour l'avoir aidé à s'enfuir en France. Le tribunal de Constantine a rendu public la décision ce mardi en fin de matinée. À 46 ans, la médecin de formation était jugée en première instance pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière entre l'Algérie et la Tunisie le 3 février, bravant ainsi une interdiction de sortie avant d'être interpellée à Tunis alors qu'elle tentait d'embarquer vers Paris. La militante avait finalement pu s'envoler vers la France 3 jours plus tard, malgré une tentative des autorités tunisiennes de la renvoyer en Algérie. Alger avait qualifié sa fuite d'exfiltration illégale menée à l'aide de personnel diplomatique et sécuritaire français et avait rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Cette brouille diplomatique s'était résorbée en mars dernier. Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika avant de s'engager dans le mouvement de protestation pro-démocratie Irak. La Libye multiplie les expulsions d'étrangers. Après avoir contré en juin dernier près de 1000 Égyptiens à quitter son territoire à pied, lundi, ce sont des centaines d'autres qui ont été reconduits au poste aux frontières d'Emsaïd par l'organe chargé de lutter contre l'immigration clandestine. Un groupe de migrants illégaux égyptiens sera expulsé des locaux de la direction de lutte contre la migration illégale pour être entré illégalement sur le territoire libyen. Aujourd'hui, le nombre de migrants illégaux expulsés est d'environ 600 ressortissants égyptiens. Jusque-là, ce sont les agences de l'ONU qui se chargeaient des rapatriements de réfugiés et de migrants. Mais depuis un accord passé récemment entre les autorités de l'Ouest, du Sud et de l'Est, c'est l'organe en charge des renvois au ministère de l'Intérieur qui pilote les opérations. L'équipe marocaine de footballeurs nains a poursuivi vendredi ses préparatifs en vue de la première édition de la compétition internationale de football réservée aux personnes de petite taille qui se tiendra en Argentine à partir du 6 novembre. Le Maroc a battu l'Irak en mai dernier pour assurer sa participation à la compétition et affrontera la Bolivie lors de son match d'ouverture le 7 novembre. Au début, en tant que nains, nous étions confrontés à de nombreux problèmes. Nous jouions au football avec des personnes de grande taille dans les quartiers et nous n'étions pas capables de jouer seuls dans notre catégorie. Nous n'avions aucune connaissance en la matière, nous n'avions jamais joué ensemble auparavant. C'est moi qui en ai eu l'idée et je ne m'attendais pas non plus à jouer au football avec des nains et encore moins à participer un jour à la Coupe du Monde, la Copa América et entraîner la sélection nationale. La Copa América va être l'occasion pour ces joueurs de faire passer un message de tolérance et surtout de déconstruire les stéréotypes attribués aux nains. Pour Ulsam Asghir, le combat contre les idées reçues s'ajoute à celui de la compétition. Nous avons choisi le football et lancé notre projet en tant que première équipe marocaine de football pour les personnes de petite taille en Afrique et au Moyen-Orient. Notre idée est née et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas choisir ce sport populaire
pour atteindre nos objectifs. L'une des choses les plus importantes que nous ayons accomplies est de changer le regard que la société portait sur nous avant la création de l'équipe de football. Cette association sportive est la première au Maroc qui se préoccupe de l'intégration de ce groupe dans les compétitions internationales. Actuellement, 300 joueurs nains évoluent sous la bannière de cette association.